ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher celles qui ont compris et qui ont, à la base de leur modèle économique, des enjeux d'impact aussi. Et d'arrêter d'avoir des entreprises qui ont un modèle économique pour rémunérer les actionnaires et qui font de la RSE sur le côté, mais vraiment d'aller trouver les entreprises qui ont compris et qui se créent aujourd'hui avec les nouvelles règles du jeu et donc qui ont à l'intérieur de leur modèle économique des externalités positives pour la société, ou même à l'intérieur de leur mission, un modèle économique qui tient la route. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Lucie Bache, fondatrice de Too Good To Go, l'application qui met en relation des commerçants ayant des invendus en fin de journée avec des consommateurs. Pourfendeuse du gaspillage alimentaire, présente en France mais aussi à l'international, elle est à l'origine d'un des plus gros succès entrepreneuriaux de cette décennie. Lucie, on est né à une semaine d'écart, mais tu n'as pas dû boire le même lait que moi pour connaître une telle croissance. J'ai vraiment envie de comprendre la clé de ton succès, alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, ravie d'être là. Je suis Lucie, j'ai 32 ans. J'ai toujours été assez passionnée par l'alimentation, mais aussi par les sujets d'impact, comment est-ce qu'on change les choses. Donc en commençant ma carrière dans l'industrie agroalimentaire, j'ai vite compris qu'il y avait pas mal de choses à changer sur ce sujet qui me tient à cœur, parce qu'il est tellement lié avec énormément d'enjeux, notamment des enjeux de santé, des enjeux d'écologie, qui me paraissent fondamentaux aujourd'hui. Et donc, c'est là que ça m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, pas tant pour créer une entreprise, mais plus vraiment pour apporter des solutions à des problèmes sociétaux. Et j'ai considéré assez rapidement que dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, l'entreprise, c'est tout simplement le véhicule à impact le plus puissant. Et d'où le démarrage de Too Good To Go en 2016, donc il y a 8 ans maintenant. Ok, donc tu t'étais pas du tout posé la question, avant de te lancer sur ces sujets-là, de t'engager même d'un point de vue associatif, par exemple, pour faire changer ces sujets ? Sur le gaspillage alimentaire, justement, j'ai pas mal observé ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait déjà de nombreuses associations. Et j'ai été assez impressionnée rapidement du fait que les associations, elles sont très contraintes en termes de moyens. Elles passent leur temps à aller chercher de l'argent, alors que c'est pas du tout ce pourquoi elles se sont engagées, ni ce qu'elles ont du talent à faire. Et donc, elles sont un peu coincées, toujours en train de demander de l'argent, alors que... moi, effectivement, je me suis dit, sur un sujet comme le gaspillage alimentaire, en fait, en réduisant le gaspillage, on crée de la valeur économique. Donc, il y a un modèle économique qui est tout trouvé. Pourquoi s'en priver ? Et donc, c'était là où je me suis dit, Too Good To Go, c'est une des boîtes où on arrive à aligner complètement nos enjeux écologiques et sociaux, donc en fait, le nombre de repas sauvés, avec notre chiffre d'affaires. Et donc, à pas avoir plusieurs enjeux à tenir en parallèle, mais vraiment de se dire, on a une étoile polaire, c'est le nombre de repas sauvés. Et à chaque repas sauvé, en fait, on génère environ 1 euro de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que ce modèle m'a paru juste tellement évident, et c'est d'ailleurs toujours le modèle économique qu'on a après 8 ans, et qui nous a permis effectivement d'allier des enjeux de rentabilité et d'être avant tout une boîte à impact. Ça vous a pris combien de temps de devenir rentable avec ce business ? Écoute, ça nous a pris... En fait, nous, on distingue bien sûr la rentabilité par marché. Et ça, en fait, à chaque fois qu'on a lancé un pays, on est arrivé à rentabilité assez rapidement, entre 1 et 2 ans. D'accord. Et par contre, on a investi en permanence dans le développement international, et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Mais on sait qu'au niveau du groupe, on peut obtenir la rentabilité dès qu'on le souhaite. On n'a pas du tout parlé de ton parcours et de l'avant Too Good To Go. On est rentré directement dans le vif du sujet. Il me semble que tu as fait des études d'ingénieur à Centrale, à Lille. Puis tu as été chez Nestlé, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a pas plu chez Nestlé ou qu'est-ce qui t'a donné envie de bouger ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors Nestlé, c'était passionnant parce que je me suis retrouvée dans les usines de production dans un petit village au fin fond de l'Angleterre. J'étais en graduate programme, donc j'ai fait tout un tas de types d'industries différentes. J'ai fait des capsules à café, des bouteilles d'eau en plastique, des barres chocolatées, tout un tas de produits
assez destructeur finalement, pour plein de raisons. Mais j'ai appris énormément de choses. J'ai vraiment sur la chaîne de production avec des boules qui aident, des chaussures de sécurité et une Charlotte sur les cheveux. Et j'étais pour la première fois de ma vie en contact avec des gens que j'aurais jamais rencontrés sinon non plus. Je me suis retrouvée avec des ouvriers qui avaient bossé toute leur vie pour Nestlé, qui habitaient dans le village et qui ne connaissaient que des gens qui bossaient dans la grosse usine du village. Donc c'était passionnant, mais très vite je me suis rendu compte que il y avait un peu un effet brainwash où j'allais accepter en fait la façon dont on faisait de l'alimentaire aujourd'hui, alors qu'avec mes yeux tout neufs, ça me paraissait totalement absurde de me dire, par exemple, moi je suis responsable d'amélioration continue, je dois m'assurer que la chaîne tourne le plus vite possible et qu'on produise le moins cher possible, mais parfois ça produisait plus de gaspillage alimentaire et tout le monde célébrait ça comme un super succès de l'entreprise en disant génial, on a diminué le coût marginal de chaque produit, sauf qu'en fait on produisait plus de gaspillage alimentaire. Et ça, moi très vite, je me suis dit que on n'avait pas exactement les bonnes mesures de performance si on ne mesurait que la rentabilité de la chaîne et qu'il fallait vraiment qu'on mesure l'impact sur la santé des consommateurs, sur l'environnement extérieur et que ça me semblait... j'avais l'impression qu'on allait prendre des années en fait à changer cette façon de voir la définition du mot valeur. Et c'est là que je me suis dit j'irai plus vite en sortant de ce système et en créant le nouveau en fait. T'as essayé quand même en interne de porter ce message ? Oui, beaucoup. C'était très intéressant, hein, mais même moi, dans mon approche, c'est vrai que j'aime bien aller vite. Et rien que pour mener un projet d'amélioration continue, il fallait passer des trainings particuliers, sauf que le prochain training n'était que dispo dans 3 mois. Donc, alors que j'avais la réponse sous les yeux et qu'en fait, je pouvais juste prendre le training en accéléré, on allait me dire non, ça va poser problème si toi, tu peux te lancer dans un projet alors que d'autres attendent. Donc en fait, c'était un peu une façon de voir les choses qui m'allait pas de manière globale et je trouvais que j'avais l'impression d'être une fourmi dans une fourmilière et que pour changer les choses, il fallait atteindre un stade de hiérarchie qui me prendrait en fait des années à atteindre et que d'ici là en fait j'aurais même plus envie de changer les choses parce que je me serais habituée en fait à ce qu'on me proposait. Ouais, et pour te sentir bien dans ce système et performant dans ce système, il allait aussi falloir que toi tu changes dans une direction que tu n'avais pas envie de changer. Exactement. Et c'est un peu, tu sais, en fonction des personnes que tu fréquentes, tu évolues différemment. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ça qui m'inspire, c'est pas là que j'ai envie d'aller, c'est pas le modèle auquel je crois. Quand je fais les choses, je les fais à 200%. Et du coup, je peux pas continuer à mettre 200% de mon temps et de mon énergie au service d'un système auquel je ne crois pas, en fait. Et donc, une fois que j'ai réalisé ça, et c'est encore une fois, c'est un peu s'écouter vraiment soi d'abord et de se dire... Est-ce que ça me va ? Est-ce que je suis alignée avec ce que j'ai envie avec ce à quoi je donne mon temps et mon talent ? Et je me suis dit, non, c'est pas le cas. Donc, il faut plutôt prendre mes jambes à mon cou parce que dans ce genre de boîte, on te promet un parcours rêvé et tout est tracé, en fait. Et donc, je me suis dit, il faut que je parte le plus vite possible, en fait. Ouais, ok, très clair. Donc, tu décides de partir, tu décides de monter une entreprise toute jeune et tu fais ça, je crois, dans un autre pays que la France. C'est super intéressant. En fait, quand je quitte l'Angleterre, je pars m'installer en Scandinavie, tout simplement parce que mon copain est norvégien à l'époque. Et je me dis, quitte à me lancer et à changer de vie, autant suivre encore une fois là où j'ai envie d'aller dans mes tripes. Donc je pars m'installer là-bas et j'ai déjà l'idée de tout en tête. J'ai commencé à coder moi-même, c'est un peu une catastrophe. Je me rends compte que je vais devoir trouver des développeurs qui savent mieux faire que moi. Et donc, en fait, il y a cette fameuse question quand tu quittes ton job de « Et donc, toi, tu fais quoi dans la vie ?» C'est dès que tu rencontres quelqu'un, en général, c'est une des premières questions qu'on te pose après ton prénom, en gros. Et donc, en fait, moi, je dis... tu vois, c'est un peu fake it till you make it. Je dis, je lance une boîte sur le gaspillage alimentaire. Voilà comment ça va marcher. Et en fait, à partager l'idée, ça m'a permis de la façonner de plus en plus. Tu vois, je comprends, je vois ce qui plaît aux gens, ce qui leur déplaît, les problématiques qui viennent tout de suite en tête, etc. Et donc, ça me permet d'être de plus en plus confiante sur ce qu'est cette idée et comment est-ce que je vais la mettre en place. Et en fait, au fur et à mesure d'en parler, je rencontre aussi des gens qui sont en train de faire la même chose que moi. Et donc, ça me pose problème les premières heures en disant « Oh là là, j'ai déjà des concurrents. » Bah ouais, j'étais dégoûtée. Et en fait, j'ai eu la chance, quasiment le même jour, d'aller à une conférence qui s'appelait « Collaboration is the new competition » et qui expliquait qu'en fait, sur des sujets d'impact, quand le but de l'entreprise, c'est de changer les choses, en fait, c'est génial parce que du coup, nos concurrents deviennent nos alliés. Et en fait, si on fait la même chose, en fait, on est dans la même équipe plutôt que d'être les uns contre les autres. Et donc, en fait, j'appelle ces mecs qui sont en train de faire la même chose. Et je leur dis, voilà, moi, je suis en train de monter aussi le même projet. Eux, ils sont au Danemark, moi, je suis en Norvège. D'accord. Donc, on se dit, génial, en fait, démarrons ensemble. Et vraiment, le lendemain,
Ils me partagent leurs flyers, je leur partage mon site internet. D'accord, toi, tu avais un site à leur montrer quand même à ce moment-là. Assez immédiatement. Ouais, mais c'était vraiment un WordPress assez chaotique Enfin voilà, Ok. en fait, clairement, on n'avait pas grand-chose des deux côtés. Eux, Ok. ils avaient un développeur, ce qui était quand même le nerf de D'accord. la guerre et ce qui était assez génial. Et donc on s'est lancé, mais même sans même penser structure juridique, contrat d'association, etc. Au début, on s'est vraiment dit, OK, on va parler aux commerçants et on voit si ils nous font confiance pour réduire le gaspillage alimentaire. Toi, tu avais déjà des commerçants en Norvège qui étaient impliqués avec toi ou c'était Non, même encore pas. Même pas. Donc, tu avais une idée, un site sur lequel tu avais commencé à bosser, un projet. Ouais, j'avais des écrans, Ok. j'avais dessiné quand même les écrans d'application, D'accord. j'avais fait des premiers flyers, j'avais commencé à parler à pas mal de gens et réuni pas mal d'acteurs, mais j'avais rien parce que j'avais pas de technologie en fait. Et donc, et en fait, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où on a eu vraiment juste un premier site web et des premiers flyers, on a pu aller parler aux commerçants en leur disant, voilà, grâce à nous, vous allez plus jeter vos produits, vous allez générer un nouveau flux de clients, vous allez gagner, ça va vous rapporter de l'argent et vous allez mettre en avant une marque engagée. Et donc, voilà, au début, ils y croyaient pas trop. Ils disaient, en fait, ça fait partie de mon métier de jeter, ça fait 25 ans que je fais ce boulot. J'ai essayé d'avoir des associations qui viennent récupérer mes invendus. Ils se déplacent pas pour quelques viennoiseries et pour des sandwichs. Donc, je suis obligée, en fait, de les jeter. Et en fait, franchement, c'est quasiment rien. Donc, c'est pas très grave. Et nous, il a fallu déconstruire tout ça, leur expliquer que si, c'était grave, et qu'en fait, 2 sandwichs et 4 viennoiseries tous les soirs dans tous les commerçants du monde entier, bah, ça fait énormément de nourriture, et qu'aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit. Donc, en fait, on peut changer les choses si on connecte les gens au bon moment, au bon endroit. Et donc, finalement, très rapidement, ça a fonctionné. On a très rapidement eu beaucoup trop d'utilisateurs aussi, qui entendaient parler de nous. Alors, au début, on ne sait même pas par quel biais. Puis Ok. les médias ont entendu parler de nous. Pareil, on ne sait même pas. Moi, la première fois qu'on a eu un truc en France, c'était sur RTL à 5h du mat. Et là, on a eu un pic de téléchargement. Ça a tout fait sauter. Ouais. Parce qu'on n'était pas du tout prêts pour ça. Et je ne sais même pas comment ils ont entendu parler. Et en plus, ils ont dit donc Too Good To Go est présent partout en France, alors qu'on venait à peine de lancer Paris et Lille. Et donc forcément, on a eu les 2 premières années de Too Good To Go, on avait à peu près 2 étoiles de notes sur l'App Store parce que les gens téléchargeaient, ça marchait pas, pouvaient pas payer en ligne, disaient qu'il y avait rien à côté de chez eux. Enfin, c'était vraiment pourri quoi comme service. Mais au final, au fur et à mesure, on a remonté le nombre d'étoiles et voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on est présent dans 17 pays et on a vraiment réussi à se développer partout sur le territoire quand on lance un pays et avoir vraiment une façon. Enfin, maintenant, on sait lancer un nouveau territoire, on a un playbook et du coup, ça tient surtout aux équipes dans chaque pays. Est-ce que tu as observé des grosses différences dans la manière dont c'était accueilli en fonction des cultures que vous avez abordées ? Bah, en Europe, ça allait. Alors forcément, tu vois, si tu mets une photo d'un croissant anglais en France, ça marche pas. On est quand même resté très très local. C'est-à-dire que moi, chaque fois qu'on a lancé un nouveau pays, j'ai recruté un DG sur place qui connaissait très bien le marché de l'alimentaire sur place. J'ai arpenté les rues pour vraiment comprendre aussi la façon dont on parlait d'alimentation, les problématiques, le rapport avec les banques alimentaires locales, etc. Et effectivement, entre le Danemark, le Portugal, la Pologne, l'Angleterre, c'est des cultures qui sont totalement différentes. Mais à partir du moment où on avait la bonne tête de pays, il s'agissait de lui donner le playbook de Too Good To Go, de comprendre quels étaient les fondamentaux, d'avoir des valeurs qu'on a posées très clairement, une mission, une vision, vraiment la vision, mission, valeur. Ça, en fait, c'est ta colonne vertébrale et donc il faut la poser très clairement, il faut la répéter, la répéter, la répéter. Et moi, je me disais, à chaque fois qu'on recrute un nouveau DG, mon rôle, c'est vraiment de lui mettre l'ADN de Too Good To Go dans les veines, donc de passer énormément de temps avec eux au début, mais ensuite de les laisser décliner Too Good To Go à leur manière, avec leur culture, avec leur compréhension du marché. Et je pense que ça a été un peu la recette magique. Après, quand on est parti aux États-Unis, là, c'était encore un autre niveau de différence, à tous les niveaux, je dirais. Enfin, moi, je suis partie m'installer là-bas directement, du coup. En plus, c'était en plein Covid, donc on s'est dit que gérer les trucs à distance avec un nouveau DG ou une nouvelle DG, ça allait être compliqué. Donc, je suis partie m'installer là-bas. Et effectivement, j'ai compris que c'est vraiment la cour des grands, quoi, en termes de monter sa boîte. T'es dans des enjeux économiques qui sont totalement différents, dans des enjeux de passage à l'échelle qui sont totalement différents, dans un rapport entre les employés et les employeurs, et l'employeur qui est aussi complètement changeant. Et donc,
Ouais, c'est marrant parce que le jour où tu passes la frontière et qu'on te demande Are you here for leisure or business, et que tu dis business, tu te dis waouh, ça y est, on s'embarque dans une aventure incroyable. Et c'est vrai que ça a été complètement fou. On a recruté plus de 100 personnes en 9 mois sur 4 bureaux entre New York, San Francisco, Chicago, Austin. En fait, quand tu vas de New York à San Francisco, tu te dis que t'es dans le même pays, mais en fait, t'es aussi loin que si tu retournes à Paris. Enfin, c'est juste des cultures totalement différentes. Les gens marchent pas dans la rue pareil à San Francisco et à New York. Donc en fait, nous, on a démarré en 2020. On s'est dit d'abord, on prouve le sujet à New York et à Boston. On veut montrer que ça marche dans des villes qui nous semblent les plus proches du modèle occidental. C'est-à-dire que, par exemple, on marche dans la rue. Dès que tu vas à Los Angeles, c'est juste plus du tout le même mode de consommation, le même mode de déplacement, le rapport entre les gens. Et donc, mais bon, ça a été du coup super enrichissant. Et au bout de 2 ans, on a recruté un DG qui a repris les choses. Pareil, on a fait la même chose en parallèle au Canada, quitte à être de l'autre côté de l'océan. Et aujourd'hui, ça marche super bien, on est content. Mais on sait que, par exemple, pour atteindre la rentabilité sur le marché des États-Unis, c'est juste pas les mêmes échelles de temps, quoi. Oui, effectivement. Tu disais un truc tout à l'heure intéressant en disant je fais en sorte qu'il ait l'ADN Too Good To Go qui coule dans ses veines. Et ça me donne envie de te poser la question du fait d'incarner la marque, parce que toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup porté, cette marque-là. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui justement de ce développement de ces entrepreneurs qui incarnent leur marque? Quel avantage ça a eu pour toi de le faire? Quels écueils aussi ça a pu représenter? Et notamment dans le cas où tu prends un peu de recul sur l'opérationnel, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand c'était toi la marque? Tu veux dire personnellement? Bah ouais, pour toi, et puis même, parce que je pense que déjà personnellement, il y a aussi une forme d'addiction à ça, parce qu'en fait, quand on fait un post, tout le monde adore, et c'est un moteur. Et puis aussi pour la marque, en fait, est-ce qu'il y a des fonds qui te disent, on veut bien que tu partes, mais par contre, tu continues à incarner la marque parce qu'en fait, on a besoin de toi, sinon il n'y a plus de business. Enfin, comment est-ce que ça, tu l'as vécu? Je pense qu'effectivement, alors professionnellement et pour la boîte, c'est un énorme avantage les premières années. Et en même temps, mon chief marketing officer m'a toujours dit your liability, en disant c'est aussi un risque, entre guillemets. Et même, tu vois, sur la façon dont je me comporte, si... oui. Donc... mais bon, il se trouve que je suis vraiment hyper alignée avec les valeurs de ma boîte aussi. Donc même typiquement en me retirant de l'opérationnel et en m'autorisant à faire d'autres choses aujourd'hui, comme c'est des choses qui restent dans la même lignée, si tu veux, c'est sur des choses de l'environnement, le climat, le partage, la collaboration, l'impact. Ça reste très pertinent. Donc je pense qu'il faut faire attention à trop incarner sa marque et à prendre trop de place si on se dit que demain on pourrait faire des choses totalement différentes, quoi. Mais moi, c'est tellement mon combat de vie aussi que finalement, quelles que soient les choses que je fasse après, tant qu'elles restent en cohérence, ça fonctionne. Donc, et c'était effectivement notamment le deal avec les investisseurs de me dire comment est-ce que je peux continuer à incarner Too Good To Go en restant bien au fait aussi des actualités, de ce qu'on a envie de porter. Moi, je parle à mon CMO toutes les semaines pour être sûr que je continue à porter ce qu'on a envie de porter, puisque je suis moins impliquée au quotidien sur l'opérationnel. Et par contre, personnellement, c'est à la fois effectivement très enrichissant, c'est passionnant, c'est un super ego boost d'une manière ou d'une autre. En même temps, tu as un vrai syndrome de l'imposteur parce que ton image dans les médias, c'est jamais complètement toi. Et en même temps, effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Moi, en revenant des États-Unis, j'ai vraiment travaillé avec une psy sur comment est-ce que j'existe en dehors de Too Good To Go. Et comment est-ce que la Lucie de Too Good To Go, qui est une vraie partie de moi, mais qui n'est pas tout ce que je suis, quoi. Et ça, effectivement, je pense que dans les premières années, tu es tellement à 200% que ça prend toute la place et que limite, c'est nécessaire et génial. Et au bout d'un moment, il faut s'assurer que ça reste sain et que ça ne devienne pas une espèce d'addiction où, en fait, c'est tellement... ça prend tellement de place et en même temps c'est tellement génial que très vite tu n'aimes plus que ça. Et moi, quand je me demandais qu'est-ce que j'aime faire d'autre que être au centre de ma boîte, je savais plus trop, quoi. Et donc il a fallu refaire un peu de place au vide pour savoir qu'est-ce qui t'intéresse d'autre. Et là, dès que tu te poses un peu plus la question et que tu fais de la place, tu trouves, il y a plein d'autres choses. Alors qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? Il y a plein de sujets. Déjà, franchement, depuis que je suis... Parce que j'ai quand même...
En gros, les 15 pays européens, je passais de ville en ville, j'étais beaucoup dans les avions. Après, les États-Unis, c'est encore pire. Enfin, en fait, tu passes ta vie dans les avions et moi, j'habitais à Brooklyn, je travaillais à Manhattan. T'es entouré de béton et de suractivité en permanence. T'as des injonctions sonores, visuelles, tout le temps. Et donc, c'est vrai qu'en revenant en France, j'ai passé beaucoup plus de temps dans la nature. Maintenant, je passe beaucoup de temps en Bretagne et juste passer du temps au contact des oiseaux et de l'océan. Enfin, en fait, c'est une telle sérénité d'esprit, c'est assez incroyable. Et en vrai, ça redynamise vraiment ta créativité. Tu te rends compte que quand il y a moins de bruit en permanence dans ton esprit, il redevient créatif. Et donc, il y a pas mal d'autres sujets qui ont commencé à m'intéresser, notamment le sujet agricole, de comment est-ce que, en fait, avec le gaspillage alimentaire et avec Too Good To Go, on arrive vraiment en bout de chaîne, alors que du gaspillage alimentaire, il y en a tout au long de la chaîne. Et si on parle de réinventer le système alimentaire, il y a vraiment un sujet, et on l'a vu dernièrement, sur la façon dont les agriculteurs sont considérés, dans la façon dont ils peuvent faire leur métier aujourd'hui. Et donc, je me suis beaucoup impliquée dans une initiative qui s'appelle C'est qui le patron, qui permet de justement rémunérer les producteurs et aussi de leur donner de la reconnaissance. Et ensuite... Tu fais quoi exactement, pardon, pour C'est qui le patron ? En fait, je me suis pas mal impliquée sur essayer de structurer un peu l'initiative, de savoir comment est-ce qu'on travaille avec une coopérative de consommateurs tout en ayant des enjeux business justement très importants aussi, puisqu'en fait c'est un produit de l'agroalimentaire mais qui se repose sur une communauté de consommateurs. Comment est-ce que on peut avoir une gouvernance la plus originale possible tout en ayant un produit à vendre et des concurrents comme Lactalis et d'autres. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment comment est-ce que justement on allie les enjeux économiques, écologiques et sociaux. Et donc autant, je trouve qu'avec Too Good To Go, on fait vraiment ce double impact. On lutte contre le gaspillage alimentaire, mais on prouve aussi que c'est possible de répondre à nos enjeux économiques, mais tout en ayant avant tout comme priorité le fait de réduire le gaspillage alimentaire et donc de solutionner les choses d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Et donc, moi, je me suis pas mal prise de ça en me disant comment est-ce qu'on trouve justement les modèles économiques qui sont pas destructeurs pour la planète, mais qui sont plutôt régénérateurs et qui me permettent de vraiment prouver que l'entreprise, c'est un super véhicule à impact pour la société. Et donc, et pour moi, ça, il y a deux économies qui le font assez naturellement. C'est l'économie circulaire qui transforme nos déchets en des ressources et donc qui sort du modèle linéaire et qui se dit, mais en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Et l'autre économie qui fait ça, c'est l'économie du partage. Et donc, effectivement, sur ce sujet-là, si on se rend compte que nos ressources, on peut les mettre à disposition de plus et on peut les partager davantage, et ben finalement, elles sont mieux utilisées et donc on peut en tirer beaucoup plus de valeur. Et donc ça m'intéresse beaucoup aussi. Et puis après, il y a un autre sujet sur lequel je travaille, c'est de la même manière que l'entreprise est un véhicule à impact super puissant, clairement la finance l'est aussi. Et donc, comment est-ce qu'on met notre argent au service de la société et ça, c'est vraiment sur justement le financement d'entreprises à impact. Et donc, quand j'ai libéré un peu de temps de l'opérationnel de Too Good To Go, je me suis rapprochée d'un de mes premiers investisseurs, qui est Bliss, avec Alexandre Mars, avec qui on partage énormément de valeurs et qui nous a vraiment soutenus, notamment dans des périodes très difficiles comme celle du Covid, où on a perdu 70% de notre chiffre d'affaires en quelques semaines. Et donc lui s'intéressait de plus en plus au sujet climat. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je comprenne aussi davantage ce monde si puissant et impactant qu'est celui de la finance pour justement le repurposer pour faire le bien plutôt que le mal, comme on l'a fait pendant des décennies. Et donc, on s'est dit qu'ensemble, on allait pouvoir monter un fonds dédié au climat pour décarboner au maximum notre économie et donc notre planète. Bon, ça tombe bien parce qu'on va accueillir Alexandre Mars tout à l'heure qui viendra aussi nous en parler. Lucie, tu disais que la finance était la clé aussi pour aider à changer les choses. Et on va parler finance justement. On accueille Ariane Darmon qui est associée à Sapiens et experte de ces sujets qui va pouvoir te poser des questions. Super. Oui, bonjour Lucie. Effectivement, la finance, c'est un des leviers hyper importants pour changer l'investissement et l'impact. Comment tu considères qu'on peut réunir finalement croissance et impact ? Et est-ce que c'est pas quelque chose, tout le monde qualifie d'oxymore ? Non, moi je pense que justement ce qu'on a prouvé effectivement avec Too Good To Go, c'est que quand tu penses ton modèle économique intelligemment dès le début,
l'un ne va plus sans l'autre en fait. Et c'est vraiment notre seule étoile polaire chez Too Good To Go, c'est le nombre de repas sauvés. Et à chaque fois qu'il y a des investisseurs, des journalistes qui me demandent mon chiffre d'affaires, je leur réponds, nous, ce qui nous intéresse, ce pour qu'on se réveille tous les matins, c'est le nombre de repas sauvés. Il se trouve qu'on a pensé notre modèle économique de sorte à ce que le nombre de repas sauvés soit parfaitement aligné avec notre chiffre d'affaires. Et donc, on a même plus besoin de se poser la question de notre chiffre d'affaires, on se pose la question de notre impact et le chiffre d'affaires suit. Donc, je pense que c'est ces modèles-là qu'il faut construire, qu'il faut déployer dans le monde entier et qu'il faut financer. Et effectivement, par exemple, le modèle de Too Good To Go de réduction du gaspillage, en connectant les bonnes personnes au bon endroit et de s'assurer que les déchets des uns fassent les ressources des autres en fait, avant qu'ils deviennent des déchets, ça, on peut l'appliquer à tous les secteurs. Donc moi, j'incite toujours les entrepreneurs que je vois, faites le Too Good To Go de la construction, le Too Good To Go du cosmétique, le Too Good To Go des fleurs. En fait, nous, on a l'humilité de se dire le gaspillage alimentaire est déjà tellement un énorme sujet, on va y rester concentré. Mais par contre, on a hâte que d'autres s'emparent du projet, et d'ailleurs, il y en a qui le font déjà, pour aller révolutionner tous les secteurs. Donc, je pense qu'il y a des économies qui, naturellement, allient les enjeux économiques, écologiques et sociaux, et que c'est celles-là qui doivent devenir les économies de demain. Ouais. Mais alors, finalement, tout ça, ça soulève pas mal de questions. On en parlera un peu après, mais quand tu es confronté, toi, personne très alignée dans ta vie perso, pro, avec cette notion de changer le monde et de le rendre plus durable, quand il s'agit de commencer à investir son propre argent et de tout ce que ça implique derrière, il y a la question de dans quoi on a envie d'investir, quelle est la stratégie pour être le plus efficace, est-ce qu'il vaut mieux créer des nouveaux modèles, changer les modèles historiques, enfin, il y a tout un tas de questions. Mais moi, j'ai la conviction qu'un des premiers sujets importants, et là je te pose la question de manière très ouverte, un des premiers sujets importants, c'est la lecture de la performance. Et finalement, aujourd'hui, on a une approche du reporting financier, de la lecture de la performance, ce que vous n'avez pas fait chez Too Good To Go, justement, parce que vous avez complètement transformé ça, mais qui est très cash flow, performance, TRI. Et finalement, inventer un reporting qui introduise des nouveaux critères de performance est fondamental. Aujourd'hui, on le voit assez peu. Et finalement, parce qu'on se rend compte que les critères de lecture de la performance sont très différents d'un projet à l'autre. Si tu devais aujourd'hui, en tant qu'investisseur, te dire quel est le critère extra-financier que j'aimerais lire dans la performance de mes investissements, quel serait-il finalement ? C'est compliqué, hein. Je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il faut inventer de nouvelles mesures de performance, il faut redéfinir ce que veut dire la performance, il faut redéfinir ce qu'est le succès d'une entreprise et la création de valeur, valeur avec un grand V, c'est-à-dire pas uniquement la valeur financière, mais vraiment la valeur sociétale aussi. Et pour ça, on a besoin de nouveaux indicateurs de performance. Effectivement, si tu suis que des indicateurs financiers, tu vas pas en fait construire ta stratégie autour de l'impact. Et c'est là où en fait on a besoin effectivement de quantitatif et de qualitatif pour qualifier la performance de notre entreprise justement. Et donc il y a un KPI qui est très simple mais qui est finalement assez réducteur et il faut pas s'y limiter, mais c'est effectivement les émissions carbone et quel est le carbone équivalent avant et après notre entreprise. Donc moi c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au sujet de la décarbonation, c'est parce que je pense qu'il est assez simple pour être compris par un maximum de monde et donc pour que ça devienne mainstream. Après, le problème de cet indicateur, c'est si on s'y arrête et si on décarbone mais qu'on détruit la biodiversité, si on décarbone mais qu'on pollue l'eau de façon totalement critique, là on s'en sort pas non plus. Mais c'est pour ça que je trouve, malgré la complexité que ça apporte, que des sujets comme la CSRD, par exemple, qui viennent vraiment étudier l'impact de l'entreprise sur son écosystème, globalement, mais aussi l'impact de l'écosystème sur l'entreprise, ça va nous permettre de définir des valorisations qui seront plus alignées sur le long terme. Parce qu'en fait, si on a une entreprise qui a un modèle économique qui s'appuie sur une utilisation d'eau énorme, alors qu'on sait que l'eau, ça va être la ressource dont on va manquer dans le futur, bah forcément, le modèle économique de l'entreprise, il est à remettre en question. De la même manière, si on a une entreprise qui pollue énormément l'eau ou qui détruit l'écosystème autour d'elle, sa valorisation doit être diminuée. Et ça, les réglementations arrivent. Donc, c'est aussi faire ce pari dès aujourd'hui d'être très
cohérent et de ramener du sens dans les investissements qu'on prend, parce qu'on croit au fait que demain, les boîtes qui ont des externalités positives sur la société, elles seront d'autant mieux valorisées. Je reviens un peu en amont finalement et je remonte dans le temps, mais tu as été confronté avec Too Good To Go à un moment où le succès a posé la question de je vais avoir un patrimoine perso et qu'est-ce que j'en fais ? Et finalement, ma première question c'est comment tu gères ce moment où finalement les premières questions sur le patrimoine perso commencent à se poser, et c'est souvent des questions qui arrivent, une difficulté qui arrive à un moment où y a une opération assez stratégique sur la boîte, parce qu'il y a l'entrée d'un fonds, d'un actionnaire différent, il y a une cession, il peut y avoir plein d'événements particuliers. En l'occurrence, Too Good To Go, vous avez fait rentrer un fonds à votre capital à un moment. C'est un moment aussi, donc il y a des gros changements gouvernance, puis c'est aussi un moment où il y a souvent des gros projets, parce que c'est des opérations qui arrivent à un moment où la boîte est en pleine transformation. Comment est-ce qu'on arrive à gérer les deux, qui sont à la fois les sujets gouvernance pro, et puis le moment où en fait on doit se poser des questions en tant qu'investisseur personnellement, comment est-ce qu'on a envie d'être responsable, et tu parles toujours d'alignement. Comment est-ce qu'on gère l'alignement de ce moment-là ? C'est sûr que c'est pas simple. Effectivement, moi, la première fois que j'ai sorti un peu d'argent de Too Good To Go, ça a coïncidé au moment où j'ai voulu sortir un peu de temps de Too Good To Go aussi, et où donc j'ai décidé de me retirer de l'organigramme opérationnel, c'est-à-dire de plus être au quotidien à 200% dans les opérations de Too Good To Go. Et je me suis dit, si je me libère du temps, c'est bien de maximiser ce temps, et donc effectivement d'avoir un peu d'argent pour les nouveaux projets que je vais lancer, pouvoir les accélérer en n'ayant pas besoin d'aller chercher des sous, mais en pouvant les financer moi-même. Et ensuite, c'est aussi important pour moi d'apprendre à gérer un patrimoine, effectivement, et de savoir quand tu commences à avoir trop d'argent pour toi, qu'est-ce que tu fais de ce surplus en fait, et comment est-ce que ce surplus tu le mets au service des autres, tu le mets au service de tes convictions, que tu te mets dans les bonnes pratiques en fait. Typiquement, un des sujets c'est comment est-ce que tu t'apprends à donner. Et en fait, c'est un truc qui n'est pas commun. Aujourd'hui, on se dit, je paye mes impôts, donc je donne à la société. Est-ce que c'est assez ? Est-ce que tu peux faire plus ? Donc ça, pour moi, c'était un sujet important. Et après, il y avait aussi tes investissements, parce qu'effectivement, moi, j'aime bien cette idée d'avoir un retour, en fait. Un retour pas forcément financier, mais un retour sociétal, et aussi faire fructifier tes investissements, et d'un point de vue financier et d'un point de vue sociétal, ça me semblait important. Et donc aujourd'hui, c'est un peu te donner des règles, et en même temps laisser de la place à ton intuition, à une opportunité qui se présente. Donc moi, j'ai à la fois combiné des investissements dans des fonds à impact, en me disant autant faire confiance aux professionnels, à ceux qui savent faire, pour s'assurer que mon argent est dirigé vers des endroits où il y a un maximum d'impact. Et en même temps, j'ai gardé aussi des sous pour me dire, quand il y a un entrepreneur génial, ou une entrepreneuse d'ailleurs, parce que j'essaie d'investir aussi au maximum dans des boîtes qui sont au moins cofondées par des femmes, qui viennent me voir avec un projet auquel je crois personnellement, même si ce n'est pas mes sujets de prédilection de base, ça va me permettre de les soutenir et de les aider, ça va me permettre d'apprendre sur un nouveau sujet. Et moi, je suis très curieuse, donc c'est top quand je peux m'emmener dans des nouveaux univers. Et d'être alignée avec mes convictions, et de mettre toutes mes ressources finalement, que ce soit mes compétences, mon réseau ou mon argent, au service de projets auxquels je crois. En fait, c'est la transformation de l'investissement à impact. Jusqu'à présent, le raisonnement était très souvent assez scindé, en disant moi, je vais placer mon argent et faire un bon TRI, et puis je vais redistribuer une partie de ce TRI. Ouais. Et là, en fait, tu nous expliques que l'approche, les deux à la fois, hein. C'est que le vrai changement des mentalités, ce qui va vraiment changer les modèles économiques, c'est si à la base, l'investissement se fait dans des projets qui sont transformants pour... Complètement. Je pense qu'on n'est plus à l'ère de se dire je fais des sous d'un côté, et puis du coup, comme j'aurai des sous, je pourrais financer des trucs sympas. C'est un peu comme les entreprises qui ont un modèle économique qui est destructeur, et qui font de la RSE sur le côté pour se racheter grâce aux sous qui sont générés à gauche. Alignement. En fait, faut arrêter de penser comme ça, quoi. Il faut vraiment... Et c'est possible, en fait. Il faut juste les chercher et se mettre comme obligation le fait de faire les deux à la fois. Et à partir de là, on y arrive, en fait.
Alors c'est intéressant, tu partageais tout à l'heure ton parcours en expliquant que tu avais démarré chez Nestlé et que tu avais tenté, ou tu t'étais intéressé à la manière de changer les modèles de l'intérieur, et puis tu es parti pour démarrer l'aventure Too Good To Go, et on voit à quel point ça a été successful. Est-ce qu'en tant qu'investisseur, tu as une approche qui est similaire, à savoir j'ai plutôt envie de financer ou d'accompagner des gens qui vont créer des nouvelles manières de faire, ou est-ce que tu ressens une efficacité aussi à investir dans des modèles économiques ou des sociétés historiques, mais qui doivent changer, s'adapter ou de faire évoluer, quoi. Alors encore une fois, je pense qu'on a plusieurs types de ressources. On a des ressources d'argent et on a des ressources de temps. Moi, je suis j'ai vraiment envie d'investir dans les nouveaux modèles, c'est-à-dire les entreprises qui se construisent pour changer le monde, avec un modèle économique intrinsèquement aligné avec les enjeux sociétaux. Et donc, mon argent, j'essaie plutôt de le mettre à service de ces entreprises qui essayent pas de faire moins pire, en fait, qui proposent vraiment des modèles qui font le bien. Et on parle beaucoup d'entreprises régénératives. Moi, c'est vraiment les entreprises de demain auxquelles je crois. Et par contre, j'essaie de donner du temps, notamment via des conférences ou via des conseils directement, auprès des dirigeants des entreprises, des anciennes entreprises, qui doivent totalement se réinventer, en fait. Et on lance notamment un projet avec 50 entrepreneurs qui s'appelle la Climate House, pour repenser l'économie au service du climat. Et de se dire comment est-ce qu'on crée des modèles économiques qu'on crée des modèles économiques ou qu'on repense nos modèles économiques actuels pour vraiment améliorer le climat plutôt que de continuer à le détruire. Et ça me semble essentiel de faire les deux, en fait. On peut pas se dire les anciennes boîtes, tant pis, elles vont mourir dans des décennies. Non, en fait, on a besoin d'elles aussi pour accélérer la transition, parce qu'elles ont un impact énorme sur la planète. Et donc, si on arrive à les faire transitionner, c'est Jacques Attali qui parle des économies de la mort aux économies de la vie, qui sont plutôt la santé, l'éducation, la préservation du vivant. Là, on peut avoir un impact super accéléré. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais rejoint Nestlé au début, en me disant, si j'arrive à bouger un modèle comme cela ne serait-ce qu'1%, j'ai un impact qui est énorme. Et au final, je me suis dit que j'étais trop jeune et trop au bas de la pyramide pour réussir à faire bouger une boîte comme ça. Mais quand aujourd'hui, grâce à Too Good To Go, je me retrouve propulsée à pouvoir échanger avec les dirigeants de ces entreprises, bien sûr que je prends l'opportunité et que j'essaie de les convaincre de toutes mes tripes qu'ils peuvent changer les choses. Et ils le peuvent. Ouais. Et là, tu abordes un sujet qui est hyper important aussi, je m'éloigne un peu du sujet de l'investissement, mais qui est l'évolution de la mentalité du consommateur, finalement, parce que investir dans un modèle et donner l'opportunité d'un modèle économique de se développer avec, on va dire, un impact plus positif sur l'humanité, c'est important, mais il y a aussi un énorme travail individuel en tant que consommateur. C'est-à-dire, sans être investisseur, on peut aussi changer un peu les choses en faisant ses choix. Et finalement, tu parlais tout à l'heure de libérer un peu de temps, et les deux sont arrivés en même temps. Donc finalement, tu as à la fois cette possibilité d'agir en tant qu'investisseur, et puis tu le fais aussi beaucoup par ton activité et le temps que tu passes à communiquer, à rencontrer les gens. Finalement, la chose politique au sens premier du terme joue beaucoup. Et du coup, j'aurais envie de poser un peu la question du conseil. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à quelqu'un qui veut investir de manière plus impactante, comme consommateur aussi de manière plus impactante ? Je pense, souvent on dit consommer, c'est voter. Et il y a vraiment cette idée de, quand je dépense ou quand j'investis, quel modèle je finance, en fait. Et est-ce que je crois pertinemment à ce modèle ? Et je pense qu'il y a vraiment cette responsabilité qu'on a tous, c'est de se poser la question de, quand je mets 1 euro là-dedans, si tout le monde met 1 euro là-dedans, si le modèle passe à l'échelle, est-ce qu'on en sort plus bénéfique à tous les sens du terme du mot bénéfice, ou moins, en fait. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut diriger nos investissements, c'est de vraiment se projeter si ça devient une réussite, est-ce que le monde en sera plus heureux et est-ce que c'est vraiment de l'investissement vertueux ? Et je pense que, à ce sens, quand on choisit ces investissements, c'est aussi un peu un pari pour l'avenir qu'on fait. Si on rêve d'une société plus durable, plus égalitaire, comment est-ce que, avec chaque euro investi ou dépensé en tant que consommateur, on fait un pas de plus vers cette société-là, dans laquelle on a envie de vivre, et qui sera pérenne et plus juste.
Donc je pense que c'est assez des questions philosophiques qu'il faut se poser en fait à chaque jour qu'on vit et chaque euro qu'on dépense. C'est toujours faire le lien entre le micro et le macro et quel est l'impact de chaque comportement sur le monde dans son ensemble. J'avais une question aussi investissement. Quand tu t'es intéressé justement au sujet d'investissement, et qu'est-ce que tu as pensé spontanément de l'offre que tu as vue en face de toi, des solutions d'investissement qui étaient à ta portée? C'est une bonne question. C'est vrai qu'au début, moi j'étais encore complètement dans Too Good To Go, donc je me disais, j'étais un peu déçue en me disant, en fait, il n'y en a pas 15 des Too Good To Go. Il y a des trucs qui aussi simplement et que tout le monde peut comprendre. Et c'est pour ça qu'on a autant de consommateurs. Aujourd'hui, on a 90 millions de consommateurs dans le monde. On en a 16 millions en France. Je pense que c'est parce que tout le monde comprend, en fait. C'est très clair. Il y a le boulanger qui s'apprête à jeter ses produits. Il y a un consommateur qui passe les récupérer. Donc, des solutions à la fois très simples et concrètes qui allient vraiment dans leur modèle économique à la fois l'environnemental et le social. Il n'y en a pas tant que ça. Et en même temps, plus je creuse et plus on avance, plus j'ai l'impression quand même qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses, que de plus en plus, on arrête de penser soit climat, soit social, et qu'on arrive à combiner les deux en se disant la transition climatique, elle doit être inclusive et elle doit embarquer tout le monde. Et c'est pareil, c'est comme les gens qui disent ouais, c'est très dur d'investir dans des boîtes qui sont cofondées par des femmes, il n'y en a pas tant que ça, etc. En fait, franchement, il suffit de les chercher pour les trouver. Et plus on va faire l'effort de les chercher, plus elles vont devenir mainstream, ces solutions. Plus des boîtes créées par des femmes, ça va devenir mainstream. Donc en fait, encore une fois, on a tous notre responsabilité aussi, et c'est quel effort on met pour aller chercher les bonnes boîtes. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ok. Il y a aussi une solution d'investissement que tu voulais nous présenter aujourd'hui, et pour ça, on va accueillir Alexandre Mars tout à l'heure. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, Ariane. Et puis à très vite. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc Lucie, tu as choisi d'inviter dans ce podcast Alexandre Mars, qu'on accueille juste maintenant. Bonjour Alexandre. Salut. Comment ça va ? Bien, très bien. Je ne sais pas quelle est la... En tout cas, ça va très bien. Non, je suis heureux d'être ici, évidemment. Toujours. Merci beaucoup, en tout cas, de nous faire l'honneur de ta présence. Déjà, pour contextualiser, est-ce que vous pouvez, alors Alexandre peut-être pour commencer, puis Lucie aussi, nous expliquer pourquoi vous vous connaissez et pourquoi vous êtes là ensemble aujourd'hui ? Tu te souviens, toi, la première fois qu'on s'est vu ? Bah oui, je me souviens très bien. Ah là là, j'adore. Vas-y, je te laisse. Alors. Bah non, mais c'était dans tes bureaux, dans les anciens bureaux. Les anciens bureaux. Ouais. Et en fait, très rapidement, quand je suis revenue en France et que je m'intéressais au sujet d'impact et au sujet de comment est-ce qu'on fait bouger les choses le plus vite possible, c'est vrai que le prénom d'Alexandre est revenu très souvent. Et donc, on a fini par nous mettre en relation. Donc, je suis allée le rencontrer dans ses locaux. Et il m'a accueilli avec toutes ses valeurs de manière très humaine et très détendue. Tu sais, quand tu rencontres des gens qui ont un agenda de ministre et en fait qui prennent juste le temps pour te voir et qui s'intéressent vraiment à toi personnellement, ça m'avait assez touchée. Et après, on a continué nos discussions. C'était au tout début de Too Good To Go qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, Too Good To Go s'est pas mal développé. On a commencé... nous, on avait beaucoup de fonds qui nous contactaient. Et donc, forcément, Bliss était l'un des fonds qui était intéressé. Et moi, j'avais dit non, on prendra jamais de fonds. J'ai peur qu'ils nous détournent de notre mission première, de notre ADN. Donc, on avait levé que auprès d'investisseurs privés. Mais tu vois, pour autant Alexandre avait continué à vouloir me voir et on a pas mal échangé, et au fur et à mesure de nos discussions on a vraiment construit une amitié avec beaucoup de valeurs communes, et j'étais assez fascinée aussi par tous les projets dans lesquels Alexandre s'engouffrait. Je me suis assez passionnée pour ce qu'il fait chez Epic aussi, qui est une fondation il le décrira mieux que moi, mais qui est aussi financée par Bliss, justement, notamment, et avec une façon assez innovante de justement financer de manière philanthropique des projets. On a accueilli Sarah Tirmarche dans le podcast déjà, qui était venue avec Eric Labonardière d'Evaneos. Trop bien. Effectivement, elle nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Donc voilà, donc je suis devenue ambassadrice Epic d'abord, j'ai signé le pledge, etc. Et il faut que tu expliques ce qu'est le pledge. Tu l'expliqueras mieux que moi. Ouais, d'accord. Okay. Bon, c'est l'idée de en fait, c'est plus facile de donner avant d'avoir, et donc
l'idée, c'est de dire le jour où je donnerai X% de ce que j'ai. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de dire aujourd'hui, dans le futur, je donnerai 1% de ce que je gagnerai, plutôt que le jour où tu gagnes, faire un chèque concret. Et donc, en fait, c'est un engagement que tu fais presque avec toi-même, en fait, et puis que t'aides à le faire. Mais je trouvais que c'était aussi une bonne façon de faire que les gens s'inscrivent dans le don de manière assez naturelle. Ouais, c'est ça, tu vois pourquoi c'est une merveilleuse ambassadrice, tu vois, elle explique bien. Moi, si j'étais en train d'écouter ce podcast, je disais, mais tiens, qui je peux contacter pour faire ce pledge mais d'ailleurs, Ivesta est aussi un des pledgeurs, des personnes, tu vois, une organisation qui nous a rejoints depuis quasiment le début. Donc, merci également à toute l'équipe d'Ivesta pour votre soutien là-dessus. C'est vrai que je trouve ça assez génial d'essayer de changer les habitudes qu'on a. Et effectivement, le don en France, c'est pas assez la norme. Ça l'est déjà plus aux États-Unis. Mais je trouve que c'est important de se dire, dès que j'ai trop pour moi, comment est-ce que je le partage, en fait. Donc voilà. Et bref, au fur et à mesure de plusieurs années, Covid est arrivé dans le monde, mais aussi chez Too Good To Go. On a perdu 70% de notre chiffre d'affaires en 2 semaines. Et on avait 780 salariés à rémunérer à l'époque. On ne savait pas quand est-ce que ça allait remonter. Et en gros, on savait que pour la première fois, alors on s'était toujours inscrit dans des réflexions d'hypercroissance, de comment est-ce qu'on recrute plus vite, comment est-ce qu'on se développe dans plus de pays. Là, en fait, du jour au lendemain, on s'est dit, mince, est-ce qu'on doit virer des gens ? Est-ce qu'on doit faire faillite ? Comment ça se passe ? Et donc, à ce moment-là, on a eu besoin de lever de l'argent très vite, beaucoup. Et donc, la seule personne à qui j'ai pensé, ou en qui je pouvais avoir confiance dans cette période où toute ta confiance est remise en question, c'était Alexandre. Et effectivement, à ce moment-là, je l'ai contacté directement. Les équipes de Bliss ont fait tout un process de due diligence super accéléré. Et je crois qu'en 3 semaines, on avait de l'argent dans la banque et on sauvait la boîte et on gardait tous les emplois. Et surtout, on se relançait dès que le Covid a été terminé. On est remonté en flèche et aujourd'hui, sur notre courbe d'hypercroissance, le mars 2020, c'est juste un tout petit point d'inflexion qu'on ne voit même plus. Et ça, c'est vraiment grâce à Bliss qui a décidé d'y aller, même quand le monde s'écroulait, quoi. Oui, dingue. Et Alexandre, toi, du coup, tu avais déjà dans le viseur Too Good To Go depuis longtemps. Tu avais envie d'investir dans Too Good To Go En fait, au début, c'était ce que disait Lucie très justement, c'était rencontrer Lucie. Qui a une très belle visibilité et puis un message qu'elle porte et qui est assez unique. Et j'ai la chance de pouvoir rencontrer des entrepreneurs assez souvent, ici ou dans d'autres pays. Et je me souviens quand je vois Lucie la première fois, quand on passe du temps ensemble, à la fin de la réunion, on sort l'un et l'autre assez heureux de cette réunion parce qu'il y a toujours ce que tu peux voir à travers les médias et puis tu as ce qui se passe réellement quand tu es en tête-à-tête. Et parfois, ça peut arriver, je ne vais pas dire que ça arrive souvent, mais ça peut arriver que ce que tu vas voir, malheureusement, quand tu es seul avec la personne, est assez éloigné de ce que les médias peuvent te donner comme retour. Quand je sors de cette première réunion, je vois que Lucie, et pour ceux qui connaissent Lucie, qui nous écoutent aujourd'hui, vous le savez, Lucie est alignée complètement entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait au quotidien. Elle est engagée, elle est activiste, enfin, tout un tas de termes que j'adore et que j'aime la définir. Alors après, ce qui était intéressant sur la partie plus business, parce que Lucie en parlait, je me souviens très bien quand j'ai reçu le premier deck avec des chiffres de la part de Too Good To Go, j'étais assez inquiet. En fait, pas de trouver une boîte dans laquelle je n'avais pas à investir, c'est pas ça le sujet. Je m'étais dit, j'espère que cette entreprise qui est tellement vue par les autres comme une entreprise qui est alignée, qui dit, qui fait, qui aura du succès dans ce monde de l'impact. Je m'étais dit, et je me souviens parfaitement quand j'appuie sur l'ouverture du fichier, je me dis dans ma tête, j'espère que ça va pas juste être du fake en fait, beaucoup de communication pour pas de résultat, parce que pour toutes les personnes qui nous écoutent ici, ils savent très bien que pendant des années, on n'a pas forcément pu mettre au même moment le sujet d'impact et le sujet de performance financière. Et pour moi, il y a des années, quand je vois Lucie et Too Good To Go, je me dis, enfin, on va réussir à démontrer à l'échelle qu'on peut faire les deux, qui est quand même le principe de Bliss, qui est le fonds d'investissement que je dirige et que j'ai créé, où on arrive à démontrer que tu peux mettre les deux ensemble. Et Too Good To Go est cet exemple-là. Et donc, j'ai ouvert, et là, j'ai vu des chiffres qui étaient, même si Lucie l'a précisé dans un moment compliqué, des chiffres à l'époque, ils faisaient 30 millions de revenus. 30 millions de revenus, c'était il y a quelques années de ça. Tu dis, génial, c'est sérieux, c'est pas
on fait, parce qu'il y en a d'autres comme ça, on va pas Ouais, citer, ça arrive souvent, on va justement. pas citer parce qu'on est bienveillant, mais parfois on voit des choses avec beaucoup de communication, en particulier ces 3 dernières années, avec des levées de fonds absolument fabuleuses, mais dont les résultats ne sont pas là. Et donc là, j'étais assez heureux, très heureux même, de me dire, waouh, cet exemple-là va être un exemple marquant pour l'industrie. Tu peux faire les deux. Ok, et c'était pas une inquiétude pour vous, du coup, de rentrer pour accompagner Too Good To Go à un moment de crise, parce que vous aviez la certitude, j'imagine, que le Covid allait passer et que... En fait, on n'avait pas forcément de certitude à l'époque. Tu te souviens, c'est des périodes où je pense que c'est très facile de dire aujourd'hui qu'on avait des certitudes, mais pas du tout. En fait, ce qu'on imaginait, c'est que cette entreprise était basée sur des principes fondateurs extrêmement intéressants ou pertinents pour des gens comme nous, qui tentons uniquement d'imaginer cette finance positive. Après, la structure était là, les équipes étaient incroyables. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'éléments quand tu es un investisseur que tu regardes, où tu te dis juste, tu as envie de faire partie de l'aventure. Et cette aventure-là, et tu le sais très bien, Aurore, mais c'est le cas de toute personne qui nous écoute, c'est que la vie d'une entreprise est d'une complexité extrême. Donc là, elle était peut-être à ce moment-là encore plus complexe que complexe, mais il n'empêche, c'est la vie de nous toutes et nous tous, de vivre ces moments-là en entrepreneur, ces difficultés, parfois ces défiances de certains acteurs. Et puis, on est quand même là. C'était quoi, il y a 5 ans, il y a 4 ans de ça? En 2020, ouais. Il y a 4 ans de ça. Mais je pense que ce qu'il dit là, tu es en mesure de le dire parce que tu es entrepreneur toi-même, en fait. Et pour moi, c'est toute la différence quand même entre des fonds classiques. Franchement, nous, on a des fonds, ils n'ont jamais géré de business, en fait. Donc, ils sont beaucoup moins... Déjà, ils ont beaucoup moins ce mindset entrepreneur, en fait, qui est, en fait, on va trouver les solutions et on se débrouillera. Et ensuite, tu vois, Alexandre, à chaque fois que nous, même quand il y a des moments difficiles de l'entreprise, alors qu'un fonds, je dirais, assez classique, va te mettre encore plus la pression, te forcer à faire des choses qui sont court terme et qui sont... Et moi, c'était vraiment pour ça que je voulais rester loin des fonds, c'est que j'avais peur qu'ils nous embarquent dans les mauvaises décisions. Moi, je me rappelle, quand on trouve ça difficile, Alexandre, c'est le premier à dire oui, bah, c'est normal en fait, c'est la vie d'une boîte. Donc en fait, il y a des moments qui sont compliqués, il y a des moments qui le sont moins. Et il faut savoir gérer les deux, mais faut pas tout remettre en question quand tu as un moment difficile. Et c'est vrai qu'avoir des conseils comme ça, c'est hyper précieux. Et après, l'autre chose aussi, c'est que moi, ce qui m'a toujours assez bluffé, c'est que Alexandre, avant de s'intéresser au business, il s'intéresse aux personnes derrière. Et moi, c'est vrai que même quand on a réfléchi... non, mais c'est vrai. Et même quand on a réfléchi à, effectivement, du fait que je me détache de l'opérationnel de Too Good To Go, etc., je me suis vraiment sentie accompagnée en tant que personne avant de me sentir jugée ou accompagnée en tant qu'entrepreneur et en tant que Too Good To Go. Et on en parlait tout à l'heure, comment est-ce que je me distingue de ne pas être que Lucie de Too Good To Go. Bah, c'est pareil, les gens qui t'entourent et les gens qui t'accompagnent, le fait qu'ils te fassent sentir une personne en dehors de ta boîte, c'est aussi hyper précieux. Et c'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de me lancer dans d'autres aventures avec toi. Et on s'est toujours dit, après Too Good To Go, qu'est-ce qu'on fera d'autre ensemble, parce qu'on appréciait énormément nos conversations et qu'on se disait, c'est pas parce que je vais faire moins de Too Good To Go qu'on veut moins se voir. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a lancé dans une autre aventure. Et voilà. Ce teasing. J'avais une autre question, mais du coup... Prochain épisode. Bon, alors, je pose pas ma question. On enchaîne sur cette nouvelle aventure. Et puis on verra après ce que ça nous mène. Quelle est cette nouvelle aventure ? Donc, pour continuer ce que nous a dit à l'instant Lucie, Bliss, société d'investissement qui essaie de démontrer que la finance responsable n'est pas uniquement un oxymore. C'est que tu peux mettre dans la même phrase ces deux termes qui sont, en tout cas pour beaucoup de gens, des termes qui sont assez éloignés. Et donc on a réfléchi, et puis comme disait Lucie, notre objectif c'est de continuer à travailler ensemble, de passer du temps ensemble et de créer le monde qu'on a envie d'avoir, sans être, tu vois, des bisounours, hein. On est quand même assez optimiste, pragmatique, mais optimiste, et on se dit ensemble, on va pouvoir continuer à grandir dans ce monde-là. Et donc, chez Bliss, on lance un nouveau fonds. On a un fonds existant qui s'appelle Bliss Technology, qui était tout ce qui est Technology for Good, qu'on appelle comme ça, où il y a des entreprises comme évidemment Too Good To Go, mais des entreprises comme Brut, qu'on connaît évidemment aussi bien ici. Il y en a un certain nombre qui arrivent à démontrer que les deux sont faisables. Et puis là, on a pris à une autre direction complémentaire et on lance un fonds qui s'appelle Bliss
Climate. Et donc, dont Lucie est une partenaire, nous a rejoint dans ce fonds-là, avec un autre partenaire qui est aussi avec nous, qui s'appelle Pierre-Édouard Berriand. Et donc, notre objectif, très clairement là, c'est de trouver toutes les solutions technologiques, et on en connaît toutes et tous, qui vont permettre de décarboner le monde dans lequel nous vivons. Et donc, c'est évidemment la technologie, mais aussi une image que nous avons envie de donner et de prendre, qui est ce monde en fait, de la technologie, de la tech, qui peut être de nouveau utilisé le plus utile possible pour le monde dans lequel nous voulons vivre demain. Donc voilà la chance que nous avons et que j'ai d'être avec Lucie un peu plus qu'avant. On est hyper contents parce qu'on pense que c'est effectivement nécessaire aujourd'hui de s'embarquer de toutes les façons qu'on peut dans la décarbonation du monde. Je pense que c'est un sujet pour toute l'humanité, et effectivement aller convaincre avec nos esprits entrepreneurs aussi, avec nos expériences, avec ce qu'on a vu, un maximum de monde du fait que c'est possible d'avoir un retour sur investissement qui est pluriel, c'est-à-dire un retour financier, mais pas seulement, aussi un retour sociétal et donc un retour climatique. Donc l'idée, c'est de se dire que pour 1 euro investi, on récupère des sous, mais on récupère aussi des crédits carbone parce qu'on aura investi dans les bonnes technologies qui arrivent à faire les deux, effectivement. Et donc très concrètement, ça veut dire que vous vous concentrez sur des entreprises qui ont un impact environnemental avéré, qui ont aussi une dimension technologique, c'est ça ? Oui, chef. Et la mécanique, c'est que c'est aussi des entreprises qui sont éligibles au crédit carbone ? Alors, c'est pas forcément... Enfin, donc c'est article 9, le fonds est article 9, donc pour ceux qui peut-être connaissent les différents articles, donc c'est un article évidemment qui est extrêmement, on va dire, qui contraint les investissements, et donc l'objectif, c'est d'arriver à trouver toute solution technologique sur les 5 industries qui sont les industries qui créent des effets... du gaz à effet de serre, donc ça va être le transport, ça va être la construction, ça va être l'énergie, l'agriculture évidemment, et l'industrie lourde. Donc voilà ce que nous cherchons aujourd'hui. C'est une entreprise, un fonds comme le fonds Bliss Technologies qui va aussi bien chercher ces solutions-là en Europe de l'Ouest qu'aux États-Unis, avec justement cette volonté de trouver ces solutions-là. Alors c'est ça qui est aussi intéressant d'être avec Lucie, parce qu'on se retrouve avec évidemment une entrepreneur, je le suis moi-même, et ça va être assez intéressant dans les discussions qu'on a et qu'on a déjà aujourd'hui avec des entrepreneurs. C'est assez passionnant de voir ce qu'aujourd'hui les entrepreneurs veulent faire avec leur talent. C'est très différent, mais Aurore, t'es trop jeune pour te souvenir de ça, il y a encore 10 ans ou 15 ans, où l'entrepreneuriat était pour le coup très axé uniquement vers je veux avoir du succès, quoi que ça va en coûter. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent réussir, qui veulent être la Lucie de demain, mais qui se disent tout ça peut avoir un coût, et moi je n'ai pas envie d'avoir ce coût-là sur la société. Donc on se retrouve avec beaucoup d'entrepreneurs qui réfléchissent différemment. Et c'est ça que nous allons financer dans ces différents pays. Et votre enjeu, ça va être plutôt de répondre à une demande d'investisseurs qui ont envie de pouvoir placer leurs économies, leur patrimoine dans des solutions qui sont vertueuses, ou de trouver plutôt des entreprises qui ont justement un business model qui est suffisamment vertueux pour être éligible aux conditions que vous voulez En fait, c'est une très bonne question. En fait, les deux existent. En fait, ce serait intéressant d'avoir ton avis aussi, mais il y a beaucoup de demandes aujourd'hui d'investisseurs, que ce soit des particuliers ou des institutions qui disent « Moi, aujourd'hui, j'ai envie de déployer mon capital sur des solutions qui peuvent, et là c'est là que c'est important, c'est le sujet de départ avec Lucie et PEB, on ne fait pas ça juste pour avoir 3% de TRI, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai vu ce monde-là il y a 10-15 ans, des sociétés qui à l'époque s'appelaient des sociétés à impact, des sociétés d'investissement à impact, qui s'excusaient en fait de faire de l'impact, en gros qui disaient on va faire le bien, mais on va sous-performer. Et à la fin de la journée, on sait très bien que peut-être que tu peux le faire, mais tu ne feras pas quelque chose qui sera mainstream, tu ne feras pas quelque chose qui fera que les gens vont vouloir vraiment te rejoindre. Donc en fait, nous, on voit ce monde-là en disant juste, on doit surperformer, Aurore. Si tu surperformes pas, tu ne pourras pas faire devenir ça comme une règle. Et nous, ce qui nous intéresse avec Lucie, que ce soit une règle, que ce soit que ce soit normal. Et ça, c'est pour du côté investisseur, du côté des entreprises. Lucie, tu peux en parler, mais il y en a tellement aujourd'hui, ces startups, ces entreprises avec ces entrepreneurs qui disent, mais moi j'ai des idées, et ces idées sont plutôt technologiques, mais vont permettre de décarboner et d'utiliser ça pour avoir un impact positif. Et ça, il y en a tellement.
Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher celles qui ont compris et qui ont, à la base de leur modèle économique, des enjeux d'impact aussi. Et d'arrêter d'avoir des entreprises qui ont un modèle économique pour rémunérer les actionnaires et qui font de la RSE sur le côté, mais vraiment d'aller trouver les entreprises qui ont compris et qui se créent aujourd'hui avec les nouvelles règles du jeu et donc qui ont à l'intérieur de leur modèle économique des externalités positives pour la société ou même à l'intérieur de leur mission un modèle économique qui tient la route. Et nous, c'est vraiment de faire des due diligence autant financières que d'impact et de combiner toute l'expertise que Bliss Technologies a acquise durant ces 2 premiers fonds déjà avec un vrai intérêt et des vraies convictions climatiques. Et effectivement, moi, je suis contactée tous les jours par des entrepreneurs qui se lancent sur ces sujets, qui sont à la recherche de conseils et de financement. Et donc, pour moi, c'est ajouter aussi une vraie corde à mon arc de me dire, aujourd'hui, on peut aussi leur apporter des capitaux qu'on a réunis dans Bliss Climate et qui vont nous permettre de les aider à accélérer et à faire leur métier au mieux. Ok, et donc ces entreprises, c'est plutôt des entreprises qui sont très early stage ou pas forcément? En fait, ça dépend de ce que tu appelles le très early stage. En fait. Donc, ce sera pas, si tu viens nous voir avec un business plan, c'est pas pour nous. En revanche, nous, ce qui intéresse, c'est tout ce qui est série A, série B. Alors, les gens qui nous écoutent savent très bien ce que sont ces séries-là. Dans des entreprises qui ont démontré déjà qu'ils ont un produit, qu'ils ont eu les premiers clients, un premier revenu, mais qui vont avoir cette croissance et cette vision de marché. Donc voilà à peu près ce qui nous intéresse, du série A, du série B. Voilà ce qui va être le corps de Bliss Climate. Vous avez un objectif de nombre d'entreprises que vous aimeriez avoir au portefeuille dans un premier millésime? Entre, on va dire une quinzaine d'entreprises. Le fonds, et on l'annonce là, mais le fonds, ce sera un fonds de 150 millions d'euros. Donc l'article 9, avec cette volonté d'être déployé sur les 3 prochaines années. Et vos investisseurs, donc ces 150 millions d'euros, vous les avez, j'imagine, vous avez déjà des personnes qui souhaitent investir. C'est plutôt des investisseurs institutionnels, des particuliers. Il y a un ticket d'entrée, c'est comment ça fonctionne? Dis-moi combien tu veux mettre, peut-être. Non, t'as pas. Non, mais ce qui est bien avec l'histoire et le succès de Bliss au fil des années, c'est qu'en fait, on a quand même un accès assez privilégié avec un certain nombre d'investisseurs. Normalement, sous nos fonds, c'est toujours 2/3 de famille à peu près, 1/3 d'instit ou de corporate. Voilà. Et ce sera à peu près la même chose ici. Donc en effet, on a déjà un certain nombre de familles ou d'instits qui nous ont montré ou démontré plus qu'un intérêt, puisque voilà, la data room, si on rentre dans les sujets un peu plus techniques, a été ouverte. Donc on a des gens qui sont aujourd'hui en soft commitment, et donc on va clôturer ça, en tout cas le premier close, le first closing, le premier, comment on dit, première fermeture. Ouais, le premier closing. C'est ça, j'ai trouvé. On a du mal à pas faire. Non, mais exactement, mais ça j'aimerais bien. J'essaie de ne faire aucun, mais là c'est compliqué puisqu'il n'existe pas ce mot en français. Donc voilà, cette première clôture, on va dire, c'est très classe. Voilà, donc on lance et on a ces intérêts, mais c'est toujours à peu près ce ratio entre les familles ou les entrepreneurs et les instituts ou le corporate. Mais on a toujours plus de place pour prendre de l'argent à impact. Donc s'il y a des auditeurs qui sont partants, ils peuvent nous contacter. Toujours. Okay. Ticket d'entrée, c'est 1 million. 1 million. Exactement. Ok. Donc des auditeurs qui ont 1 million d'euros. Tout à fait. Ok. À bon entendeur, salut. Ouais. Parfait. Et on a hâte de voir. Il y aura une date butoir pour souscrire dans ce premier fonds. Tu sais qu'il y a toujours un modèle qui est intéressant dans ce monde de la finance, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de date, parce qu'en fait, après ce fonds-là, il y en aura un autre. Donc, nous, et ce que disait Lucie tout à l'heure au démarrage, moi, ma vision du monde est une vision peut-être un peu moins tendue ou dans le rush, en fait. On crée une relation, ce qu'on a fait depuis maintenant des années avec Lucie. Cette relation n'était pas toujours dans la transaction. Elle était de passer du temps ensemble, de comprendre ce qu'on continue à faire. Il y a un monde à côté de cette finance, de cet entrepreneuriat. Donc nous, on rencontre des gens, donc évidemment les familles, les entrepreneurs qui ont envie de passer du temps avec Lucie, je peux que vous le conseiller ou avec moi, mais qui nous contactent. Et Ariane le sait aussi, ou les gens d'Ivesta, on s'est rencontrés il y a des années de ça. Et on n'est pas à les appeler tous les jours en leur disant « Alors, quelles sont les familles qui nous rejoignent ?» Pas du tout. J'aime bien, on va avec le flow. Et nous, on sait très bien pourquoi on le fait. On fait parce qu'il y a une urgence. Cette urgence, elle est au quotidien. C'est environnement ici, mais sociétal aussi. Tu parlais des pics tout à l'heure. Moi, je sais que c'est ce qui me fait me lever encore tous les matins. C'est un combat. Hein. C'est un combat au quotidien. On pense que la finance, avec Lucie, est un outil exceptionnel pour nous aider dans ce combat-là. Et ce combat-là, il est ouvert à tout le monde. Donc toute personne qui a envie de se dire « Tiens, ça peut être aussi intéressant de partager ça avec des gens qui
sont des vrais activistes, soyons clairs. Hein. Nous, on est très engagés avec Lucie et les équipes, et on aime cet engagement-là. Mais en plus, si cet engagement-là peut permettre d'avoir des retours extrêmement importants, l'information, ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que Bliss existe. On a plus de 25% de TRI annuel moyen. C'est-à-dire qu'on est capable de démontrer que oui, et on a 600 millions aujourd'hui depuis le départ. Donc c'est-à-dire, c'est pas des petits chiffres et c'est des retours importants. Donc c'est faisable et c'est ce qu'on va démontrer de nouveau avec Bliss Climate. On va continuer à avoir ces deux éléments ensemble. Tu peux réussir financièrement et tu peux être heureux le soir parce que tu as soutenu des entreprises qui ont un impact positif sur notre environnement. Bon, très clair et très juste. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. En général, j'aime bien demander quand même à mes invités de donner chacun un conseil à nos auditeurs. Allez, Lucie, je te laisse commencer parce que c'est toi qui n'as pas parlé depuis longtemps. Moi, mon conseil, c'est toujours Alexandre parlait d'alignement, je suis assez d'accord. C'est comment est-ce que tu es à l'écoute en fait, de ta petite voix intérieure et qu'une fois que tu l'entends, même si c'est pas forcément facile, tu mets toute ton énergie, tout ton temps au service de cette petite voix parce que c'est comme ça que tu es heureux avant tout et aussi que tu as du succès parce que ça te donne une énergie folle en fait et du coup tu peux tout faire. Tu peux déplacer les montagnes. Ouais, top. Et toi, Alexandre? Je vais prendre le terme alignement. C'est un sujet important de mon dernier livre qui s'appelle Pause pour une vie alignée. Et souvent, les gens me posent la question, mais c'est quoi cet alignement? L'alignement, en fait, c'est de plus en plus d'être la vraie version de nous-mêmes. Tu vois, alors peut-être que là, aujourd'hui, avec Lucie, on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Tu vois, on essaie de ne pas faire trop de fautes, de bien parler, d'avoir un discours qui va pouvoir être intelligible. Mais en tout cas, moi, peut-être Lucie, elle arrivera à tenir comme ça toute la journée. Mais moi, je sais que je ne peux pas être très longtemps la meilleure version de moi-même. Et je pense que si tu veux vraiment être heureux dans ta vie, à bout d'un moment, il faut en effet être plus aligné, donc être la version qu'on a envie, ou qui est la vraie version, celle qui nous connecte le plus avec nous-mêmes. Donc c'est pas évident ce que tu dis, Lucie, ça peut prendre un peu de temps. Ouais, mais je pense qu'une fois qu'on l'a trouvé, faut y aller à fond, quoi. Et je pense qu'il y a aussi ça qu'on partage, c'est que effectivement on fait beaucoup de choses et on les fait pleinement. Et je pense que c'est ce qui, donc faut pas hésiter à se lancer et à le faire tous les jours, quoi. Et donc à lire aussi, j'imagine, le livre d'Alexandre. Pause. Et puis le podcast qui s'appelle Pause aussi. Si je peux faire un peu de publicité, n'hésitez pas. C'est bien le podcast parce que c'est gratuit comme on sait. Donc beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui sont là, pas que d'ailleurs, qui des gens, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, des gens normaux au départ, comme je pense Lucie ou moi, qui ont des parcours assez incroyables. Pas parce que tu vois, ils sont juste bien nés, mais parce que ils ont pris des décisions, ils ont géré leurs défauts, leurs blessures souvent. Et ils ont réussi quand même à atteindre leur objectif, qui n'est pas forcément un succès, mais leur objectif, c'est déjà important. Il y a une phrase différente entre le succès dont on parle et l'objectif que tu te donnes, en fait. Parfois, deux choses qui sont parfois un peu différentes. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Lucie. Merci. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, j'aurai la joie de recevoir Pauline Duval. Pauline est la fille d'Éric Duval, fondateur du groupe éponyme. Elle co-dirige le groupe Duval et a été particulièrement loin dans la réflexion sur la transmission d'entreprise. Comment une nouvelle génération qui hérite de l'entreprise familiale peut se réapproprier un projet, y mettre sa patte et en faire un succès qui lui ressemble. On en parle très vite.